91.9. Sport. La référence du sport. Le bleu, le blanc et le noir, ainsi que toutes les autres couleurs. Toutes les nouvelles du soccer passent par lui. Du Cannes Foot Club, voici Nilton Georges. Bon matin, Nilton, comment vas-tu? Ça va super bien. Probablement pas aussi bien que Ben Roger, parce que mon favori, Harry Kane, a finalement marqué un but en 2020. Ah oui? Ouais, finalement. Ah, écoute, ça arrive des disettes, peu importe. À n'importe qui. À n'importe qui. Bon, on s'était promis qu'on se reparlerait cette semaine dans l'émission Nilton après avoir discuté justement du plan de retour de la MLS lundi. Ben là, ça devient de plus en plus concret parce qu'on a dévoilé hier le calendrier de la saison, entre autres de l'Impact de Montréal, le tournoi qui va débuter à Orlando dans quelques semaines. Je sens une certaine fébrilité, là, et ça, je trouve ça fort intéressant. Ouais, finalement, on a du concret, là. On avait des dates, on commençait à avoir des doutes. Le lundi, on parlait du phénomène de santé publique en Floride, mais MLS, ça semble aller de l'avant, même s'il y a des cas à gauche, à droite qui apparaissent. Mais bon, on s'enligne toujours avec la même date, le 8 juillet, premier match du fameux tournoi MLS is Back entre Orlando et Miami à 20h. Il va y avoir une offre sans précédent de soccer, Nilton, et ça va être intéressant de suivre ça. Moi, écoute, depuis le début que je suis le projet de retour, peu importe le sport, depuis le début de la pandémie, je me dis... Quel sport va le mieux s'en sortir et quel sport va présenter le meilleur modèle de retour au jeu? J'ai tendance à choisir la MLS. Je trouve ça intéressant. Il y a un enjeu. On intègre la saison dans le calendrier, la phase de groupe. Et puis par la suite, tu as un billet pour la CONCACAF si tu gagnes le tournoi. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Et ça ressemble énormément à ce qu'on retrouve dans les grands tournois internationaux, mais version Amérique du Nord. Oui, exactement. Et la MLS, son gros avantage, c'est qu'il a pu voir ce qui s'est passé en Europe. C'est pas comme la Ligue nationale de hockey, le baseball, le basket. Eux, ils doivent eux-mêmes créer leur phénomène, leur structure. La MLS a regardé en premier lieu ce que les Allemands ont fait. Ensuite, ils ont vu les adaptations anglaises, espagnoles. J'ai hâte aussi de voir est-ce qu'on va incorporer, parce que à Bundesliga, c'est une production assez brute, là. On dirait des matchs d'entraînement, pas de spectateurs. Ils ont commencé à ajouter des toiles sur les bancs pour mettre un peu d'ambiance. Mais en Espagne, par exemple, et en Angleterre, ils ont commencé à rajouter des sons ambiants. Donc, on a quasiment l'impression qu'on vit un match avec des spectateurs. Tu sais, oui, là, des fois, il y a des petits délais parce que quand il y a un but, le gars à la régie doit réagir rapidement. Ça fait un peu bizarre quand il y a des buts, mais autrement, ça passe assez bien. Même en Espagne, ils ont ajouté une espèce de filtre sur les bancs qui donne l'impression d'avoir des spectateurs. Il n'y a pas d'animation. C'est juste que ça recouvre les bancs. Là, probablement quand la MLS ira pas là, parce que c'est des coûts de production beaucoup trop gros pour eux autres. Eux, ils sont là en mode gestion au minimum des frais de production, mais au moins des matchs. Même, on l'a vu aussi en UFC, entendre les joueurs, entendre les entraîneurs se parler, se donner des consignes comme ça pendant un match, ça apporte quelque chose de nouveau et ça devient aussi intéressant. Je suis d'accord avec toi, puis on va s'habituer. Moi, t'as raison de mentionner l'UFC. Au début, je me disais, un sport de combat où il n'y a pas d'ambiance. D'habitude, c'est un sport qui est spectaculaire, qui peut s'arrêter d'un seul coup de poing, mais le voir, l'émotion brute d'un combattant qui l'emporte quand il n'y a personne pour l'encourager, c'est particulier. Mais dans les sports collectifs, ce sera très différent aussi. C'est à court terme de toute façon. On le sait qu'un jour, ça va revenir, mais à court terme, réjouissons-nous de revoir du sport. C'est ça le plus important. Exactement. Puis là, ça va commencer très bientôt. Le 9 juillet, premier match, mardi 9 juillet, c'est contre New England. On dirait la reprise de la saison de la MLS. Ça a été aussi un des matchs au Stade olympique contre New England. Ensuite, le deuxième match, le mercredi 15 juillet à 20h aussi, on affronte nos ennemis, TFC, Toronto FC qui va être là lors du deuxième match. Et du dernier match de groupe, le 21 juillet, un mardi. L'horaire est un peu bizarre, là. Ça sera à 22h30. Donc, il va falloir se coucher tard, en espérant qu'il ne faut pas se lever trop tôt contre DC United. Donc, le 9 juillet, 15 juillet et 21 juillet, c'est nos 3 minimum rendez-vous
de soccer pour l'Impact de Montréal. Ben, le 22 juillet, tu vas te lever de bonne heure parce que tu vas parler dans l'émission, Nilton. Il me semblait aussi. On va regarder le match, c'est sûr, le 21 juillet. Bon, ça a été un tirage au sort pour déterminer les différents groupes. Donc, l'Impact qui se retrouve, tu l'as dit, contre le Révolution, le TFC puis le DC United. Tu vois l'Impact comment dans tout ça? Une équipe qui a quand même amorcé sa saison prématurément avec justement la Ligue des Champions. Donc, peut-être un certain, je dirais peut-être pas un avantage, mais du moins des minutes de terrain dans le corps de plus que certaines équipes. Ça va ressembler à quoi et comment tu penses là, que cette équipe-là va rivaliser dans sa phase de groupe? Mais ce qui est bien pour l'Impact, puis forcément, ça va être bien aussi pour New England, les deux équipes se connaissent, donc ils peuvent déjà bâtir sur du concret. Beaucoup d'équipes doivent se préparer un peu dans le vide. Là. Habituellement, tu as des vidéos de match pour te préparer à un match, mais certaines équipes n'auront pas trop ce luxe-là avec la pause de 3 mois. Là, tu as exactement le même match qui va se reproduire. Oui, il va y avoir des différences. Il y a des joueurs de New England qui étaient blessés à l'époque, des joueurs importants comme Gilles qui va revenir, mais même chose pour l'Impact de Montréal. Tu sais. L'Impact de Montréal, on n'avait pas Victor Wanyama. Là, on se retrouve avec ces éléments-là. Des joueurs qui étaient blessés qui vont revenir, comme par exemple Lassi Lapalainen. Kwongo était pas très en forme. J'ai hâte de voir aussi ce que Thierry Henry va faire avec sa formation. On jouait, si vous vous rappelez bien, là, ça avait même été un débat, est-ce qu'on joue à 5 défenseurs? Non, on joue à 3 défenseurs. On joue un espèce de système de 3 défenseurs centraux, un milieu à 4 parce que les défenseurs latéraux jouent très haut. Il y a une espèce de trio offensif où les positions sont plus ou moins définies. Là. Urruti semblait jouer beaucoup plus à droite. Boyan était un avant-centre. Mais là, comment qu'on va réorganiser tout ça pour probablement vouloir insérer Wanyana? Est-ce que Piet pourrait écoper? Ça avait été un sujet de conversation. Taider là-dedans qui était pas trop en forme pour jouer 90 minutes. Là, il devrait l'être. J'ai très, très hâte de voir les premières images un peu d'entraînement avec l'équipe en place, un peu de tactique pour voir vers quoi Thierry Henry va vouloir s'enligner pour le premier match. Nilton, maintenant, les prochaines heures, prochains jours là, pour l'Impact, ça va ressembler à quoi? Parce que là, on a pu commencer à travailler tous ensemble à l'entraînement. On prend la route de la Floride quand exactement? Parce qu'il faudra arriver là, au moins quelques jours avant le début du tournoi. Ça, c'est une grande question. Là. L'Impact de Montréal n'a pas l'air trop pressé de quitter le Montréal pour aller en Floride. Ça se comprend. La première équipe qui est arrivée en Floride, c'était hier. San Jose est arrivé en Floride. Il faut aller chercher le meilleur. Là. Il faut aller. Oui, on a les installations qu'il faut, mais il faut être capable aussi de jouer des minutes contre des adversaires. Est-ce que c'est possible ici à Montréal? J'en doute. Est-ce que les équipes qui vont quitter vers la Floride vont profiter pour jouer des matchs amicaux pour se donner quelques minutes? Ouais. Là encore, c'est le flou, puis c'est du nouveau. Là. Il n'y a aucune équipe dans le monde qui s'est retrouvée dans cette situation-là, un peu isolée dans son marché, incapable trop de planifier à l'avance parce que c'est au jour le jour. D'après moi, l'Impact devrait quitter le plus tard possible et rester dans le confort de Montréal où il y a peut-être moins de restrictions, puis les joueurs vont être un peu plus, entre guillemets, libres qu'ils pourraient l'être en Floride. Mais d'après moi, ils vont quitter assez tard. Ouais, mais l'idée est intéressante de présenter des matchs amicaux. Ça fait quand même, je vois mal une équipe là, reprendre l'action là dans des matchs très importants. Tu peux pas te permettre de trébucher en partant là, dans le match contre la Nouvelle-Angleterre. Tu vas vouloir gagner le match, ça c'est sûr. Dès que quand ça va commencer, l'idée de présenter au moins un match amical, ne serait-ce que pour trouver certains repères sur le terrain, retrouver nos jambes, c'est quand même intéressant. Ouais, tout à fait. Puis ils pourraient utiliser les joueurs de l'académie et jouer contre des joueurs de 18-19 ans de l'académie, ils se connaissent, ça ne sera pas un match où on va jouer physiquement pour se blesser, juste pour se donner des minutes dans les jambes, recréer un peu la coordination puis entre les joueurs. On a déjà notre académie qui pourrait servir de ça, mais commencer avec le New England, c'est l'idéal, parce que si on avait tout de suite commencé avec le TFC, ça aurait amené une espèce de pression supplémentaire. On affronte tout de suite nos rivaux. Faut une obligation de résultat. Le TFC, comme deuxième match, c'est la situation idéale parce que c'est ça, t'as pas le stress d'affronter tes rivaux ni au début ni à la fin. À la fin, ça peut être aussi très très
dangereux pour une élimination. Faut se rappeler que c'est les 2 premiers du groupe qui passent à la phase suivante. Et il va avoir une possibilité d'être une des équipes repêchées, mais rendu là, tu sais, au dernier match contre DC United, une équipe qui est a priori un peu plus faible, Montréal pourrait être avantagé d'avoir déjà joué contre PFC au deuxième match. Ouais, donc histoire à suivre. On le dit le 9 juillet pour le début de la saison de la MLS. On le dit, la Nouvelle-Angleterre d'abord le 9, le 15 ce sera le Toronto FC et le 21 juillet, à 22h30, on le rappelle, contre le DC United. Pourquoi on joue aussi tard? C'est justement qu'on veut éviter le plus possible de jouer dans le jour du côté de la Floride où c'est extrêmement chaud. Il y aura des matchs en matinée. Il y en aura pas en après-midi, mais ce sera surtout en soirée qu'on va présenter les matchs. Nilton, avant de terminer, il faut absolument que je te parle d'Alphonso Davies, notre Canadien qui a remporté le titre de recrue de l'année en Ligue allemande, la Bundesliga. Quelle saison pour lui, quelle courte saison là avec la formation de Munich, le Bayern. C'est très impressionnant. On a vu des faits saillants à un moment où il y avait très peu de choses qui se passaient à travers le monde. Davies a brillé de façon extraordinaire. Oui, et pendant le confinement, justement, il y a eu une prolongation de contrat jusqu'en 2025, si je me souviens bien. Oui, Davies a profité d'une espèce de tempête parfaite en début de saison. On se rappelle qu'il a été acheté par le Bayern Munich en 2019. Il a été transféré en janvier 2019 lors de son puisqu'il avait 18 ans. Enfin, on peut pas transférer. Les transferts internationaux en bas de 18 ans ne sont pas permis. Tu peux, comme ils l'ont fait pour Davies, négocier un transfert, mais attendre à son 18e anniversaire pour passer de l'autre côté. Et quand il est arrivé au Bayern Munich, le step était vraiment très haut. On s'entend, on quitte la MLS, on s'en va dans probablement un top 5, top 10 équipes au monde. Il s'en allait là, dans un nouvel environnement, nouvelle langue, une nouvelle position aussi. Il partait d'ailier pour devenir un défenseur latéral. Sa première saison, sa vraie première saison, il y a à peu près eu 70 minutes de jeu, c'est tout. Et en cette saison, il s'enlignait aussi pour avoir une saison assez tranquille, plein de blessures, changement d'entraîneur, et là, il y a eu la grande porte ouverte devant lui. Il en a profité. Finalement, il a été élu la recrue de l'année en Bundesliga. Il faut se dire aussi que c'est pas comme nos ligues nord-américaines où on donne 20 trophées par saison. Là. Ça n'existe pas vraiment, ce concept-là. Ce trophée-là de recrue de l'année, c'est un tout nouveau trophée qui date d'à peu près 4-5 ans, gros maximum. Il est donné à un jeune joueur de 21 ans et moins. Et à noter, c'est qu'il est allé gagner ce trophée-là devant vraiment un joueur hyper populaire qui sera probablement une des vedettes du futur. C'est Erling Haaland, l'avancement de Dortmund, qui est arrivé lui en janvier, qui marque but après but, qui est vraiment comme la nouvelle coqueluche offensive du foot international. Davies remporte ce trophée-là. C'est un trophée qui est donné par des votes. Ça peut être aidé. 30% de votes les dirigeants, 30% de vote les fans, ainsi de suite. Peut-être que les fans du Bayern ont aidé à Davies pour remporter ce trophée-là. Mais Davies, on le voit, là, il devient de plus en plus important dans la planète foot. Sa valeur marchande augmente de plus en plus. Il avait été acheté autour de 10 à 15 millions. Il y a des clauses qui peuvent le rendre jusqu'à 22 millions. C'est beaucoup d'argent pour la MLS. À l'époque, ça avait été un record, mais Davies ne devrait pas quitter le Bayern sous peu, parce que de toute façon, il se retrouve déjà dans un gros club. Mais s'il fallait un jour que le Bayern vende Davies, on s'entend, là, on est en haut des 50 millions facilement. Wow. Et il a établi une espèce de standard aussi, parce que la prochaine vedette canadienne, Jonathan David, qui est en Belgique, devrait quitter aussi peut-être cet été vers d'autres clubs. Et quand tu vois un joueur comme ça, canadien qui réussit, mais ça donne aussi un peu de valeur aux autres qui s'en viennent. C'est sûr. Et ça va être hyper important pour le foot international canadien, pour leur développement, pour que finalement on puisse avoir une sélection assez intéressante à suivre, pour que Ben Roger lâche le chandail de Tottenham et qu'il mette un chandail du Canada. Mais surtout, si on grossit les cadres à la Coupe du Monde, moi, avec un Davies, tous les espoirs seront permis pour le Canada de se classer pour une Coupe du Monde potentielle. Oh oui, puis on se rappelle du match contre les États-Unis. Ça avait été probablement le match historique de la sélection canadienne. Quoique l'histoire de la sélection canadienne elle est assez limitée, mais avoir battu les Américains, puis pas seulement battu comme ça par hasard avec un but, non, ça avait été une domination sur le terrain des Canadiens.
Ajouter à ça une arrogance. On avait l'impression qu'on jouait des rôles inversés. Habituellement, c'est les Américains qui sont arrogants dans leur victoire. Là, on avait des Canadiens arrogants qui marquaient un but puis qui montraient là, devant les Américains comme non, c'est ici, là, c'est chez nous et on va vous dominer. On n'a pas peur de votre foot. Puis c'est une toute nouvelle génération qui a aucun complexe. Nilton, fort intéressant. J'ai hâte que ça commence, honnêtement, le 9 juillet. Premier match de l'Impact de Montréal. On va en reparler d'ici là, ça c'est sûr et certain, parce que on sait pas encore quand est-ce que l'équipe va quitter, entre autres, du côté de la Floride. Donc, l'actualité va être certainement en pleine effervescence encore pour plusieurs semaines. Tout à fait. Et on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelques additions de joueurs. Il va y avoir probablement une petite fenêtre de transfert de 2 jours pour que les équipes de la MLS refassent un peu leur club. Excellent, Nilton. On se reparle la semaine prochaine. Salut, bonne semaine. Là. Nilton Georges du Can Foot Club. Toujours intéressant d'avoir le point de vue de Nilton sur la scène du soccer.